programmer l'étudiant dans la perspective du concours, mais dans celle de qu'est-ce que je ferai dans les 20 ans qui suivent le concours et est-ce que je vais être heureux dans ce métier, est-ce que je vais survivre dans ce métier. Je pense qu'on ne travaille pas assez à cela. Alors en France c'est difficile parce que le concours est l'alpha et l'oméga de tous les cursus, mais je pense que c'est une occasion de reprendre ça. Ne pas faire de la clôture institutionnelle d'un institut donc une condition absolue. Voir ailleurs comment on peut organiser des parcours professionnalisants avec de l'alternance, des stages, des partenariats, etc. sans clore ça dans un institut. Donc la présidente de l'université Paris 12 l'a dit, essayer d'ouvrir, si on est dans l'université, c'est pas pour être dans l'état fermé comme si on n'y était pas. Je pense qu'il y a là quelque chose de très important. Articuler sciences d'éducation et formation des professionnels et centrer la recherche non pas sur les disciplines, mais sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Quatrième point, faire des sciences humaines et sociales, y compris les didactiques, parce que ma perspective est pas plus, mais au-delà, psychologie, sociologie, etc. Le fondement d'une formation qui fasse dialoguer les savoirs issus de la recherche, les savoirs professionnels et les acquis d'expérience. Cinquième point, adosser l'analyse des situations et des pratiques aux sciences du travail, de l'action, de l'éducation. Articuler les dispositifs d'analyse à des contenus plutôt que d'en faire un no man's land et 2 heures d'analyse de pratique qu'on confie à un formateur qui y croit et qui n'empêche pas de faire ce qui lui plaît. Autrement dit, l'analyse de pratique n'est pas une annexe, n'est pas une offre parmi d'autres, c'est en partie ce qui devrait animer la plupart des formateurs didacticiens ou transverses. Sixième point, continuer à vouloir et à rechercher une alternance qui ne juxtapose pas une formation théorique et une formation pratique, mais les articule constamment, c'est une porte ouverte. Inscrire, mais c'est difficile à faire, inscrire la posture réflexive dans le métier d'étudiant, en faire un outil de formation et une exigence pour réussir ses études autant qu'un objectif. Pour l'instant, ça reste souvent un slogan. La posture réflexive. Huitième point, construire un référentiel de compétences à l'interne des formations et ne pas se contenter d'acheter celui du ministère et lui donner un véritable droit de gérance sur le curriculum. Autrement dit, demander à chaque unité de formation de justifier ses contenus, le nombre de crédits, son ampleur, sa position, en tant qu'elle contribue aux objectifs finaux formulés en termes de compétences. Ça va être évident à gérer dans l'université, mais dans l'IFM, c'est pas beaucoup plus. Neuvième, avant-dernier point, accentuer le partenariat avec la profession et penser plutôt un triangle université, profession, administration, plutôt qu'un face-à-face entre le ministère et les universités. Donc un jeu à 3, plus complexe, mais probablement plus équitable par rapport au point de vue à construire. Et 10e point, non le moins, ne rien céder sur l'autonomie des universités, si ou pas, on verra, relative de toute manière, mais mesurer le fait que la formation des enseignants est nécessairement un enjeu de société, donc qu'elle est politique, et tenir compte de la demande sociale, des politiques d'éducation, de la démocratie. On ne peut pas contourner ça, on ne peut pas l'éviter, mais on peut réfléchir sur des dispositifs de contrôle plus a posteriori, de régulation, de contractualisation. Alors, dans ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est étonnant de voir à quel point on dit comment il faut faire. Alors que l'autonomie de l'université, c'est de savoir comment faire pour atteindre des objectifs qu'en partie sont négociés. Et existe dans un champ social où il y a un employeur monopolistique qui presse, il y a des enjeux de société et de scolarité qu'on ne peut pas traiter de façon négligente, mais il faut sortir d'une culture bureaucratique où, dans le fond, c'est le même qui donne les objectifs et les moyens et les modalités et les détails, et aller vers, comme beaucoup de pays l'ont fait, vers des ratifications de programmes d'études à condition qu'ils soient compatibles avec une dizaine de points fondamentaux, et pour le reste, l'autonomie consiste à l'intérieur de cette compatibilité à faire avec les forces du lieu, avec la didactique professionnelle qui prévaut, avec le public qu'on a. Je pense qu'il y a une culture de l'autonomie des universités qu'on peut appliquer aussi aux formations professionnelles, dont celle-ci, mais qui reste en partie à construire. Évidemment, tout ça, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais je pense que c'est l'occasion de travailler sur des points qu'on aurait de toute façon dû discuter, qu'il y ait ou pas masterisation, qu'il y ait ou pas des éléments d'actualité. Ce sont nos problèmes de formateurs et de responsables de formation que je viens de